Dans la dernière vidéo, je t'ai livré mon avis sur l'investissement locatif. Pour le résumer en quelques mots, je pense qu'investir dans l'immobilier pour louer n'est pas une bonne idée. La rentabilité est faible compte tenu des coûts initiaux, des charges récurrentes et de la fiscalité. Je pense que l'immobilier n'est pas un bon investissement car il est illiquide, concentré, fiscalement chargé et il présente de nombreux risques pour des perspectives de rendement assez faibles. Mais l'immobilier pour y habiter alors, acheter sa résidence principale, bonne ou mauvaise idée? Allez, c'est parti. Quand on s'endette pour acheter sa résidence principale, la réflexion est un peu différente de l'investissement locatif. On ne cherche pas nécessairement à avoir un cash flow positif entre un loyer qu'on paierait et la mensualité de crédit qu'on peut obtenir. On ne cherche pas non plus nécessairement à détenir l'actif ultime qui s'apprécie le plus possible dans le temps pour optimiser son patrimoine. Concrètement, si l'achat de ta résidence principale a pour objectif de répondre à ces objectifs, je te conseille d'oublier. Pour plus de détails, je te renvoie à ma précédente vidéo sur l'investissement locatif. Mais souvent, on achète sa résidence principale car c'est un projet de vie. On peut vouloir y fonder une famille ou tout simplement passer un bout de sa vie avec un toit au-dessus de notre tête qui est le nôtre. Bref, on peut vouloir habiter chez soi. Être propriétaire de son bien immobilier, c'est être libre. On ne dépend pas d'une tierce personne qui peut refuser des travaux qui nous paraissent parfois essentiels, modifier notre loyer ou encore nous expulser sous quelques mois. Détenir sa résidence principale, c'est être en quelque sorte souverain. C'est choisir de rester quelque part toute sa vie ou de partir si on l'a décidé. C'est engager des travaux qui nous correspondent ou qui nous apportent du bien-être quand on veut. C'est choisir ses modalités de financement, choix de la banque, négociation du taux, choix de la durée, avec une mensualité presque fixe car on s'endette à taux fixe en France. Bref, c'est notre choix de payer. On n'est pas tributaire d'un autre. On ne subit pas d'augmentation de loyer au fil de l'inflation. Alors c'est clair, du coup, tous propriétaires, il serait stupide de ne pas acheter sa résidence principale? Non, comme souvent, le constat il est nuancé. Si l'achat de sa résidence principale répond à un projet de vie et à un besoin fondamental pour beaucoup de Français, ça n'est pas pour autant un choix toujours rationnel à tous les niveaux. Acheter sa résidence principale présente de nombreux inconvénients. Tu t'engages sur une longue durée auprès de ta banque, entre 15 et 25 ans, bien que tu puisses t'en défaire avant. Tu dois financer par toi-même une partie des fonds via ton apport. Mettre 40 000 € d'apport représente un coût d'opportunité loin d'être neutre. Le marché immobilier évoluant peu, il est bien plus efficace et rationnel d'investir son argent dans des supports bien plus rentables que dans l'immobilier. Ton crédit à la banque, il est loin d'être gratuit. Frais de dossier, charges d'intérêt, assurance emprunteur, pénalité pour remboursement anticipé. Bref, s'endetter, c'est coûteux. Tu es fortement taxé sur ta résidence principale puisque tu payes une taxe foncière chaque année qui est loin d'être négligeable et qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Pour l'instant, tu payes pas d'impôt sur les plus-values si tu revends ta résidence principale. Mais ça changera probablement un jour. Ton bien se dégrade dans le temps, tu dois l'entretenir. Les travaux coûtent cher. Il faut souvent prévoir plusieurs milliers d'euros chaque année. La souveraineté en tant que propriétaire, elle est à relativiser. Parce que en ville, tu es aussi et surtout copropriétaire. Des décisions parfois coûteuses peuvent être imposées. Si un ravalement est voté à la majorité, tu dois payer même si tu n'es pas d'accord. De plus, les charges de copropriété sont bien entendu à ajouter à l'équation. Bref, il y a également 1001 bonnes raisons de ne pas acheter sa résidence principale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète au titre de son projet de vie? On loue parce que c'est plus rationnel à pas mal de niveaux? La réponse, elle est complexe et elle appartient à chacun. Cependant, il y a une sorte de règle qui peut guider ton choix. Pour savoir s'il est plus rentable de louer ou d'acheter sa résidence principale, il existe une règle théorique de référence. La règle est 5%.
Cette règle part du principe que posséder un bien coûte environ 5% de sa valeur chaque année en coûts irrécupérables, c'est-à-dire de l'argent qui ne servira jamais à te constituer un patrimoine. Pour estimer factuellement et précisément l'argent perdu en étant propriétaire, il faut commencer par référencer l'ensemble des charges que le propriétaire paye à l'année, mais que le locataire ne paye pas. Dans notre exemple, j'envisage d'acheter ma résidence principale d'une valeur de 300 000 €, avec un apport personnel de 40 000 €, et donc un crédit de 260 000 € sur 25 ans. Référençons les coûts liés à la propriété. La taxe foncière que tu payes chaque année, par exemple 2 000 €. Les travaux et les charges de copropriété sur une année. Pour les travaux, ça fluctue fortement en fonction des années. C'est donc un poste que tu peux estimer, mais que tu ne peux pas définir précisément. Tu peux prendre comme hypothèse environ 1% du prix total du bien pour ce poste. Par exemple, 3 000 € chaque année au total. Mais il y a aussi le coût de l'emprunt. Il s'agit de la charge d'intérêt et du coût de l'assurance emprunteur que tu payes chaque année auprès de ta banque et auprès de ton assureur. Par exemple, 4 400 € d'intérêt et 400 € d'assurance emprunteur. On a aussi le coût d'opportunité de l'apport. Pour acheter ta résidence principale, tu as une partie issue de ton épargne personnelle et une partie empruntée auprès de la banque. Cet apport que tu as fourni, tu as accepté de l'utiliser pour ta résidence principale alors que tu aurais pu le placer dans un actif plus rentable. Alors pareil, il s'agit d'une estimation et tout le monde ne sera pas d'accord. Mais partons du principe que les prix de l'immobilier croissent de 2% par an, tandis que le marché action croît lui de 8% par an. Multiplie cet écart de 6% par ton apport, donc par exemple 40 000 € fois 6%, soit 2 400 € non gagnés chaque année. Et enfin, les frais de transaction que tu étales dans le temps. Par exemple, tu as payé 25 000 € de frais de notaire et 15 000 € de frais d'agence. Ça fait 40 000 € étalés sur une période de détention de 25 ans, ça nous fait 1 600 € par an. Maintenant qu'on a estimé l'ensemble de ces coûts, on en fait la somme. 2 000 € plus 3 000 € plus 4 800 € plus 2 400 € plus 1 600 €, ça nous fait un total de 13 800 €. 13 800 € rapportés à la valeur de 300 000 € de la résidence principale que j'envisage d'acheter, ça fait 4,6% par an. Si on en revient à notre règle étalon de 5%, on la respecte, les coûts sont inférieurs à 5% de la valeur du bien. C'est donc un achat avec un coût raisonnable. Tous ces coûts sont des coûts qui n'existent pas quand tu loues. Par contre, quand tu loues, tu payes un loyer chaque mois, que tu ne payes pas quand tu es propriétaire. Donc une autre manière d'analyser s'il est intéressant d'acheter plutôt que de louer, c'est de comparer ce coût au loyer de biens équivalents que tu pourrais choisir de louer. Reprenons notre exemple. 13 800 €, ça fait 1 150 € par mois. Est-ce que tu trouves sur le marché des logements à louer des biens qui répondent à tes exigences pour moins de 1 150 € par mois? Si oui, alors mieux vaut louer. Mathématiquement, tu t'enrichiras plus en loin. Sinon, acheter devient intéressant. Tu jetteras moins d'argent avec tes différents frais en tant que propriétaire plutôt qu'en donnant des loyers à ton proprio. Cette semaine, je te propose un outil un peu plus simple qui résume ce dont on vient de parler et qui te permet de faire toi-même tes calculs avec les hypothèses que tu auras choisies. Tu peux donc saisir l'ensemble des hypothèses sur cette colonne, là où tu as des icônes en forme de crayon. Le prix du bien, le montant des frais de notaire, la taxe foncière, etc. Si c'est juste une projection et que tu n'as aucune idée des montants à saisir, le fichier calcule pour toi une préconisation moyenne. Attention, c'est une moyenne pour t'orienter, elle n'a pas vocation à être rigoureusement précise, mais ça peut t'aider à te faire une petite idée rapidement. Et à droite, tu retrouves l'ensemble des coûts liés à la propriété immobilière avec 3 données clés. Le total des coûts à être propriétaire, le montant du loyer en dessous duquel il est plus rentable de rester locataire, et le rapport coût annuel prix du bien qui doit idéalement rester sous les 5% pour un projet pertinent. Et comme d'habitude, tu trouveras le lien en description pour t'inscrire et recevoir par email le fichier en question. Alors, verdict. Faut-il brûler son contrat de location ou fuir les banquiers? Comme tu l'as vu, la résidence principale n'est pas l'investissement miracle que nos parents ont connu. C'est avant tout un choix de vie qui a un coût.
Si la règle des 5% te donne le vertige et que ton loyer actuel te permet d'investir massivement à côté, alors reste locataire et laisse ton capital travailler autrement. La liberté, c'est aussi de pouvoir déménager en 2 mois sans avoir un boulet de 200 000 € au pied. Mais si tu as trouvé la perle rare et que les chiffres collent et que tu as ce besoin viscéral de te dire « je suis chez moi », alors fonce. L'important n'est pas d'être propriétaire à tout prix, c'est de posséder ton patrimoine et non pas que ton patrimoine te possède. Ne laisse personne décider pour toi par simple tradition, utilise l'outil que je t'ai préparé, confronte tes rêves à la réalité des chiffres et décide en connaissance de cause. Si cette analyse t'a aidé à y voir plus clair dans ton futur projet immobilier, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Dis-moi en commentaire si t'es plutôt team locataire libre ou propriétaire souverain. Je suis curieux de lire tes arguments. Partage cette vidéo à tes proches qui hésitent à signer leur compromis en ce moment. Ça pourrait leur sauver quelques milliers d'euros. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est la fin de la séance, tes finances sont sur la voie de la guérison. C'était ton fricologue, à la prochaine.